Bonjour, bienvenue dans l'Instant T, votre magazine quotidien d'actualité. Dans cette édition, nous revenons sur les perquisitions qui se sont déroulées tôt ce vendredi matin à la mosquée Souna à Brest. Frédéric Lorenzon, bonjour. Vous étiez aujourd'hui dans le quartier de Pontanezen où vous avez assisté à la prière du vendredi dans cette mosquée Souna et vous nous raconterez tout cela dans un instant. Nous avons également le point avec le préfet sur les conséquences de l'état d'urgence dans le Finistère et avec le député Jean-Jacques Urvoas, nous verrons les interrogations qui se posent autour de la loi sur le renseignement. Et puis nous parlerons fruits de mer avec nos invités. Thierry Larnicole, bonjour. Bonjour. Vous êtes producteur d'huîtres à Plougastel d'Aoulas et vous organisez le premier festival Seafood Fusion, un rendez-vous entièrement dédié à la cuisine des coquillages et des algues. Ça se déroule ces samedis et dimanches à Océanopolis à Brest, en compagnie d'une trentaine de chefs cuisiniers. Et parmi eux, Loïc Lebaille, chef du restaurant Relais et Château, le Brittany à Roscoff. Bonjour Loïc. Vous êtes loin, là, vous êtes installé dans notre cuisine pour nous préparer une recette à base de praire. Alors, on vous laisse cuisiner pendant cette émission et on goûtera tout à l'heure. Enfin, comme chaque vendredi, ne manquez pas la brève de trottoir de Steven Meura, ce sera en fin d'émission. En attendant, on fait le point sur l'actualité de ce vendredi 20 novembre dans le Finistère. Perquisition à la mosquée Souna à Brest. Le quartier de Pontanezen a été bouclé tôt ce vendredi matin durant plus de 2 heures, entre 3h20 et 5h40. Près de 80 policiers participaient à cette opération. Tout s'est déroulé dans le calme. Aucune interpellation n'a eu lieu. Frédéric Lorenzon, vous êtes rendu sur les lieux et vous avez rencontré le secrétaire de l'association culturelle islamique. Oui, c'est lui qui a accueilli les forces de l'ordre pour cette perquisition administrative. Un dispositif impressionnant, mais tout s'est passé dans le calme, comme il nous l'a expliqué. On l'écoute alors. Rien n'a été relevé, rien n'a été récupéré. Le procès verbal, il fait 1 page et demie. Première page, il n'y avait que les identités. Donc rien du tout. Donc à partir de ce moment-là, le dispositif a été levé. Ils m'ont expliqué pourquoi ils avaient mis un dispositif, ce qui était tout à fait logique. Donc, pourquoi justement ils avaient mis ce dispositif imposant? On soit quand même en périphérie de quartier et que l'établissement a été quand même assez imposant. Pour des raisons de sécurité, ils ont préféré, entre guillemets, quadriller le secteur. Maintenant, la justice est rentrée, entre guillemets, dans le débat, on va dire. Et voilà, nous on se fie à cette justice. À 13h ce vendredi, l'imam controversé de cette mosquée Souna, Rachid Abou Oudefa, animait la traditionnelle prière du vendredi. Comme dans toutes les mosquées de France, il était invité à prêcher contre le terrorisme et en hommage aux victimes des attentats de Paris survenus il y a tout juste 1 semaine. Frédéric, comment s'est déroulée cette prière? Alors d'abord, on a été invités aussi à assister à cette prière avec d'autres collègues journalistes. Nous nous sommes rendus sur place avec Julie Sicot et devant 200 fidèles, l'imam de la mosquée Souna a justifié pendant 40 minutes ses positions. Il a passé de nombreuses minutes à citer les thèmes abordés dans les 700 heures de sermons qu'il a mis en ligne ces dernières années sur Internet. Et c'est selon lui le dernier rempart contre la radicalisation, cette présence sur Internet. On l'écoute. Mais combien de jeunes sont venus me poser la question? Qu'est-ce que tu dis de Daesh? On est perdu, on a vu des vidéos. Qu'est-ce que tu dis? Et au bout de 1 quart d'heure, 20 minutes, eh bien sa mentalité a changé radicalement. Il s'est tout dit, mais qu'est-ce que j'allais faire? Où j'allais aller? Des pauvres innocents. Combien de personnes on a évité? À combien de personnes on a évité de glisser, de tomber dans l'extrémisme et dans les attentats et je ne sais quoi, à travers la barrière qu'on a mise sur le net? Parce qu'il faut savoir une chose. Mais je pensais qu'à un moment, tout le monde l'avait compris. Malheureusement, on voit qu'il y a un rétrogradage, on voit qu'il y a un pas en arrière qui est fait. J'avais pensé que tout le monde avait compris que ici tout se passait, où ça se passait surtout dans des groupes isolés, loin des mosquées, tout ce radicalisme, cette gangrène, et que ça se passait beaucoup sur le net aussi, à travers des vidéos de propagande, toute cette radicalité, tous ces terroristes, ils travaillent plutôt dans ça, et pas dans les mosquées. Et là, on nous ressort les mosquées. Non. Là, on retourne en arrière. Frédéric, lors de ce prêche, l'imam est également revenu sur la polémique dont il avait fait l'objet sur ses propos
sur la musique. Bah oui, bien sûr, Gwen, il est revenu sur cette conférence polémique de 2014 où l'imam parlait aux enfants de la place de la musique. Alors, dans une métaphore, il y indiquait que celui qui écoute de la musique risque d'être transformé en porc ou en singe. Alors, c'est un passage qui a évidemment été repris et c'était une simple métaphore. Selon l'imam, il l'a rappelé aujourd'hui encore. Ça veut dire que si on dit à partir du moment où tu heurtes la sensibilité des gens, parce que je dis, et ça a été déformé de sorte que je disais concrètement que celui qui écoute de la musique sera transformé en porc et en singe, et des gens viennent avec une bassesse intellectuelle en disant j'écoute de la musique, je ne suis pas transformé en porc ou en singe, et moi je crois que j'écoute jamais de musique quand je me sens commercial, et je suis un singe et un porc, quelle bassesse! Mais bien sûr que c'est logique qu'on écoute, on ne dit pas que tu vas être transformé clairement, et bien sûr que nous aussi on est tous amenés à écouter tous les jours de la musique. Frédéric, l'imam de Brest a aussi parlé de démission aujourd'hui. Oui, Rachid Abou Defa, malgré son assurance, a voulu aussi donner un visage humain à son personnage. Il a parlé de blessures et a laissé planer un doute sur sa place à la mosquée Sunna à Brest. Soyons honnêtes, je n'ai cessé de condamner toutes les formes, c'est pas d'attentat, d'extrémisme, d'intolérance, d'irrespect. Je n'ai cessé de les condamner pendant des années jusqu'à ce que cela m'a valu combien de menaces par rapport à des groupes extrémistes. Et après je me retrouve avec cette polémique par des groupes d'extrême droite. Et vous croyez qu'on est quoi, des extraterrestres? On n'a pas de femmes, on n'a pas d'enfants, on n'a pas de parents, on n'a pas de cœur, on ne pleure pas, on ne joue pas, on est quoi? On est des animaux. À force, on est des êtres humains, ça devient très lourd. Et ici, quelquefois, il est important de prendre des décisions, donc, et malheureusement, mais donc, je pense que je serais peut-être amené à, même moi-même, prendre ma démission. Alors Frédéric, quelles ont été les réactions des fidèles à la suite de ce prêche exceptionnel? Bon, les soutiens à l'imam sont unanimes. Beaucoup ne comprennent pas ce que l'on peut reprocher aux prédicateurs, ils nous l'ont dit. Nous, on est fiers d'avoir un imam comme ça, et puis on sait très bien qu'il n'est pas extrémiste. Avant ça, il y avait beaucoup de choses qui ont été dites, qui ont été mélangées. Et c'est vrai que permettre d'assister à ce genre de rendez-vous, ça permet d'éclaircir beaucoup de points. J'ai eu doute vis-à-vis de sa personne, parce que c'est une personne que je connais. D'ailleurs, moi, j'ai fait des cours avec lui depuis que je suis tout petit, depuis que je suis tout jeune. Et c'est ce qui m'a permis aussi indirectement de vivre mieux en communauté en France, avec les gens, parmi les gens, d'être bien avec les concitoyens, qu'ils soient musulmans ou pas musulmans, qu'ils soient français ou pas français. Et voilà, même nous, ce qu'on nous a enseigné, c'est même une mouche, on n'a pas le droit de la tuer. Merci Frédéric pour ces informations. Alors ce vendredi matin, le préfet du Finistère réunissait à Quimper tous les maires du département. Jean-Luc Videlaine voulait les informer des conséquences de la mise en place de l'état d'urgence et Christophe Boucher assistait à cette réunion. La perquisition de la mosquée de Brest est la 5e réalisée en moins de 48 heures dans le Finistère. 61 individus radicalisés, dont 12 dits sensibles, sont aujourd'hui recensés sur le département. Une perquisition administrative uniquement possible durant l'état d'urgence a permis aux forces de l'ordre d'effectuer un certain nombre de vérifications dans le calme sans aboutir à une interpellation. De la manière la plus légale, sans bris de porte ni quelque dommage que ce soit à cet édifice cultuel. Oui, il y aura d'autres perquisitions administratives dans le Finistère comme ailleurs. Des contrôles routiers renforcés et d'autres perquisitions sont donc à prévoir dans les jours à venir dans le département. C'est l'un des messages qu'a voulu faire passer le préfet du Finistère aux 200 élus locaux et parlementaires du département réunis à Quimper. Des propos mesurés sans être alarmistes entendus par les maires du Finistère. Il faut prendre le maximum de précautions et puis en même temps éviter la psychose. Il faut qu'on continue à vivre, qu'on continue aussi à faire vivre la démocratie et qu'on puisse trouver une conciliation entre le besoin de liberté de nos habitants et puis les mesures qui doivent être prises et qui devront être aussi peut-être maintenues dans la durée. Les élus locaux n'ont pas attendu cette réunion pour prendre des mesures sur leur commune, à l'image de Dominique Cap, maire de Plougastel-Daoulas. La brigade de gendarmerie, je leur demande, dans leur cadre de la patrouille, de passer plus à tel endroit et tel endroit, de passer régulièrement. Là, on a une grande salle de spectacle, l'espace à Velvor, donc automatiquement, lorsqu'il y a des spectacles, on va augmenter d'un cran le niveau de sécurité et de contrôle. Voir, alors une entrée-sortie d'école à la police municipale, on se dit, voilà, la présence est là. De voir d'un spectacle, une voiture de police, de gendarmerie qui n'est pas très loin, ce sont des choses qui rassurent. Donc voilà, pour l'instant, pas de psychose, mais
des petites mesures qui permettent quand même d'accompagner. Dans le département, 13 sites Céveso civils et 3 sites Céveso militaires font l'objet d'une vigilance particulière dans le cadre du Vigipirate renforcé. Hasard du calendrier, le député finistérien Jean-Jacques Urvoas était l'invité d'une conférence jeudi soir à Quimper autour des thèmes de la sécurité et de la liberté face à la loi sur le renseignement. Une rencontre qui a suscité beaucoup d'interrogations en cette période d'état d'urgence. Le reportage de Julie Sicot. La rencontre avec l'association La Liberté de l'Esprit était prévue depuis plus d'1 an. Et les récents événements n'ont pas empêché Jean-Jacques Urvoas d'être présent, même si le manque d'heures de sommeil se lisait sur le visage du parlementaire. Sécurité et liberté, une équation impossible à résoudre, sauf si on accepte de la dépasser, a précisé le député dès le début de la rencontre. Une équation philosophique, encore plus difficile à dépasser après les attentats de Charlie en janvier et les événements survenus ce vendredi 13 novembre. Je n'ai jamais cru que le fait d'abandonner un peu de liberté soit une garantie d'obtenir plus de sécurité. Ce qu'il faut accepter, c'est que dans un moment qui doit être borné, là 3 mois, pendant lesquels des procédures sont engagées. Mais ces procédures s'interrompront dans 3 mois et on redeviendra dans ce qui est le droit normal. Face à lui, près de 200 personnes venues parler de l'actualité ou encore de vidéosurveillance, mais aussi de sa loi sur le renseignement, que certains ont jugé liberticide. Un public quimpérois averti et surtout attentif aux enjeux alors que la démocratie française doit affronter l'une des pires menaces terroristes de son histoire. Ne pensez-vous pas dans ces conditions que votre loi, que l'on a bien compris, serve réellement à protéger dans le futur à la fois notre pays, un continent, nos valeurs et notre système démocratique? Une loi liberticide, une loi qui prive de liberté. Moi, les lois auxquelles je participe sont des lois qui renforcent l'état de droit. Il serait stupide de dire qu'il n'y a pas de danger. Il y a toujours un danger. C'est la raison pour laquelle il faut être vigilant sur l'écriture des lois. Une loi ne s'écrit pas pour un instant. Une loi ne s'écrit pas pour une émotion. C'est quelque chose qui va durer. Une équation, sécurité, liberté, que la soirée n'aura pas permis de résoudre, mais qui devrait revenir pendant encore quelques semaines, mois ou même années sur le devant de la scène. À présent, comme chaque jour dans l'Instant T, nous vous proposons de découvrir l'une des listes engagées dans les élections régionales. Ce vendredi, rencontre avec Christian Troidec, leader régional et finistérien de la liste régionaliste Oui la Bretagne. Il répond aux 4 questions que nous avons posées à chaque tête de liste départementale sur les thèmes du transport, de l'énergie et de l'économie. On écoute ces réponses recueillies par Christophe Boucher. Dans un contexte d'arbitrage budgétaire, la priorité de mettre Brest et Quimper à 3 heures de Paris ne va-t-elle pas privilégier le développement de l'axe Rennes-Nantes au détriment du réseau des TER et donc de la Pointe bretonne ? De toutes les manières, il faut rapprocher aujourd'hui Brest et Quimper de Rennes. Il faut véritablement un aménagement du territoire en Bretagne. Et il faut à tout prix réaliser la ligne grande vitesse, mais il faut rediscuter avec l'État pour faire en sorte demain qu'il y ait les moyens nécessaires, et non pas sur le compte du budget de la région Bretagne, mais bien celui de l'État qui lui-même a financé dans d'autres régions de France ces grands équipements ferroviaires. Donc il revient à la région Bretagne de rediscuter pied à pied avec l'État pour obtenir les financements nécessaires, mais réaliser cette ligne grande vitesse entre Brest et Quimper et Rennes. En 5 ans, quelle part d'énergie renouvelable souhaitez-vous atteindre en Bretagne ? Il faudra au minimum atteindre près de 50% pour d'ici une dizaine, une quinzaine d'années, arriver à 100% comme l'a fait l'Écosse, 100% d'énergie renouvelable grâce tout simplement à un développement de l'hydrolien, des énergies marines. La Bretagne, c'est 2700 km de côte. Ça pourrait être une Nantes réunifiée, la première région maritime d'Europe, et on tourne le dos à la mer. Je crois qu'aujourd'hui, la Bretagne a tout intérêt à regarder à nouveau sa façade maritime et développer en particulier toutes les énergies marines. Quel est le secteur économique breton sur lequel la région doit concentrer ses efforts pour dynamiser l'économie régionale ? Il faut savoir saisir toutes les opportunités. D'abord un chiffre, celui du chômage. 89% de chômeurs en plus en 7 ans, de 2008 à 2015. Mauvais bilan économique et social à la fois de Marc Le Fur et de ses amis sarkozystes, mais aussi de Jean-Yves Le Drian et du gouvernement socialiste. Mauvais bilan en plus, bien sûr, au niveau du conseil régional, auquel appartient également Jean-Yves Le Drian. C'est cette situation-là qu'il faut redresser. La Bretagne joue petit bras en matière de développement économique et il faut savoir saisir toutes les opportunités dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'agroalimentaire, de la pêche, de l'artisanat, du commerce. Partout là où on peut aujourd'hui donner la capacité à nos entreprises d'investir, il faut un grand emprunt breton et évidemment il faut aussi un fonds de garantie aux entreprises pour qu'elles-mêmes puissent tout simplement trouver la trésorerie nécessaire à leur développement.
Si vous êtes élu à la région, quelle sera la première mesure que vous prendrez? On engagera immédiatement la discussion avec le gouvernement, avec la Loire-Atlantique pour permettre la réunification de la Bretagne. C'est l'enjeu principal, c'est ce à quoi les socialistes et Jean-Yves Le Drian ont tourné le dos également il y a quelques temps. Et là, comme pour la charte des langues minoritaires, il faut à tout prix réussir demain la réunification et on se donnera comme engagement la possibilité d'engager le processus dès la première année du mandat. Nantes est en Bretagne. Et la liste de Christian Troidec, Oui la Bretagne, est l'une des 11 listes engagées dans la campagne électorale. Rappelons que ces élections régionales ont lieu les dimanches 6 et 13 décembre. Et maintenant, parlons cuisine et plus précisément fruits de mer avec nos invités. Thierry Larnicole, vous êtes producteur d'huîtres à Keraliou, c'est à Plougastel d'Aoulas, et vous êtes aussi l'organisateur du tout premier Seafood Fusion, le festival international de cuisine des coquillages et des algues, qui se tient tout le week-end à Océanopolis à Brest. Et au fourneau, Loïc Lebaille, chef du relais château Brittany à Roscoff, qui s'active. Que préparez-vous, Loïc? Là, Gwen, tu vois, je suis en train d'ouvrir les prairies. Je vais juste les blanchir. Et ensuite, voilà, je les ai ouvertes. Je vais préparer un velouté de cresson. Donc le cresson, j'aurai ébouillanté, rafraîchi dans de la glace avec une eau bien fraîche, égoutter, mixer, et on va faire la sauce. Donc on va faire un beurre noisette. Je vais y ajouter de l'ail, un poivre de Szechuan vert, du lait, et je vais mixer le tout avec le cresson. Ça va faire ma sauce. Et puis ensuite, je vais agrémenter ça avec un peu de kumquat et un peu de pommes. C'est une entrée ou c'est un plat principal? C'est plus une entrée. Eh ben, on vous laisse travailler. Merci. Et puis donc, Thierry, pourquoi cette idée de créer un festival dédié aux fruits de mer et aux algues, festival donc auquel participe Loïc? Festival dédié aux coquillages et aux algues, parce que bien qu'étant ici dans notre pointe de Bretagne, au cœur du plus bel endroit de production, on a une qualité, une diversité de coquillages qu'on retrouve nulle part ailleurs. Il y a un certain déséquilibre dans l'offre gastronomique qu'on peut avoir. On a des magnifiques restaurants qui nous font des beaux plateaux de fruits de mer, et puis d'un autre côté, on mange de la cuisine populaire et sympathique, des moules frites. Mais entre les deux, sur cette palette, il y a un trou de la gastronomie populaire classique du coquillage. On ne cuisine pas le coquillage. On ne cuisine pas le coquillage. On mange très souvent le coquillage cru. On cuisine les moules, on cuisine certaines sajacs, mais c'est vrai qu'on ne cuisine pas les palourdes, les praires, les pétoncles, les couteaux. Il y a plein d'autres couteaux. Et comment ça s'explique, ça ? C'est culturel, c'est comme ça chez nous. Alors que dès qu'on passe un petit peu la frontière, dès qu'on va à l'étranger, dans le sud, les pays du sud sont très forts pour ça. Dès qu'on va en Catalogne, en Espagne, sur des planchas, on va vous jeter des couteaux, des palourdes, des praires et faire avec un petit peu de sauce et 3 légumes quelque chose de magnifique. Vous allez en Vénétie, en Italie, pays civilisé de la palourde, avec quelques pâtes, des coques et des palourdes, ils vont faire des plats. Tout simple, pas cher, et de la cuisine vraiment qu'on peut refaire à la maison très facilement. D'accord. Alors, est-ce que vous trouvez que la filière, en général, n'est pas assez valorisée ? Oui, c'est tout à fait ça. La filière n'est pas assez valorisée. On a 2-3 produits phares. Les huîtres sont bien valorisées. J'en suis producteur et j'en suis fort fier. Les moules, c'est une filière qui est bien organisée également. Les productions, mais à côté, beaucoup de coquillages de pêche ou de petits coquillages, autres coquillages, ne sont pas mis en avant. Alors on entend Loïc qui mixe du coup ses ingrédients. C'est le oui donc qu'on entend. Pendant ce festival, Thierry, il y a une trentaine de chefs qui sont présents, beaucoup d'étoilés. Ils vont proposer des battles. Comment ça va se passer exactement ? Eh bien, on voulait, sur ce festival, faire quelque chose de très dynamique et de très actif. C'est pour ça qu'on est parti sur le thème des battles, comme en musique, voilà, comme en rap, on fait des battles. Et donc, on va mettre une grande scène, 2 cuisines sur cette scène-là. Et là, les chefs, 1 contre 1 ou 2 contre 2, sur un thème imposé qu'on va leur donner, vont venir sur un créneau de 20 minutes, comme on peut faire à la maison, on ne prend pas beaucoup plus de temps, pour, à base de ces coquillages, faire une recette le plus simple possible. Et qui aura gagné le battle alors ? Eh bien là, ça va être une bataille, on reste dans des compétitions très très amicales. Voilà, il y a un jury qui va déterminer, un jury qui sera composé d'une personne qui sera un chef, qui sera le fil rouge du jury, et ensuite 2 producteurs, justement le producteur à qui on aura pris le coquillage pour le centre d'assiette, et l'autre producteur à qui on aura pris ou le légume ou l'autre produit pour le tour d'assiette, et 3 personnes qui seront prises au hasard dans le public feront le jury et décideront qui a gagné cette battle. Et les chefs vont vraiment réaliser des recettes que tout à chacun pourra reproduire chez lui. Exactement, en leur donnant 20 minutes sur des produits locaux, avec en plus un village des producteurs à côté sur lequel ils iront se servir. Les chefs, on leur donne 1 heure avant de passer sur scène leur thème imposé.
proposer. Ceux qui ont de la chance auront la Saint-Jacques ou l'huître ou des choses qu'ils ont l'habitude. Ceux qui ont moins de chance auront le couteau ou la bernique ou des choses plus compliquées. Ils iront prendre ça sur le village des producteurs, leur centre d'assiette. Et sur ce grand village des producteurs, on a réuni une cinquantaine d'entreprises du secteur. Ils vont avoir tout le panel de nos produits locaux. Et avec des fromages des Monts d'Arrée, avec des bières locales. C'est pas des coquillages, les fromages. Oui, mais pour faire une recette, on mange pas. Il faut des différents ingrédients. Le coquillage et les algues sont le centre d'assiette. Il faut tout de suite tous les autres produits sur nos produits locaux pour faire des belles Parce recettes. que souvent, la limite de consommer les coquillages, c'est qu'on a l'impression qu'ils ne s'associent pas avec d'autres aliments. Exactement, Ça, on n'ose pas. Il faut oser bousculer le coquillage. Même les huîtres, on dira ouais, une huître c'est meilleur comme nature sans rien. C'est très très bon nature sans rien, mais comme beaucoup de choses. Et quand il faut oser rajouter le petit ingrédient qui fait qu'on va sublimer le produit. Est-ce qu'on pourra glaner aussi quelques petits conseils du genre combien de temps il faut pour cuire les bigorneaux, pour cuire le crabe? Est-ce qu'on peut congeler des fruits de mer, des petites choses comme ça? Bien évidemment, parce que les chefs ne vont pas être cantonnés à un endroit, ils vont se déplacer partout dans le village. Et donc le public sera au contact des chefs qui passeront avec leur panier parce qu'ils iront sur le village des producteurs, sur le marché des producteurs, faire leurs courses. Et donc bien évidemment, au détour de ça, il faut leur poser la question. Alors, vous l'avez dit, le public trouvera également au Seafood Fusion un grand marché de producteurs. Et puis il y aura aussi, au-delà des battles, au-delà des rencontres avec les chefs, des conférences et des tables rondes sur la préservation de l'environnement, le développement durable. C'était important d'introduire ça dans ce festival aussi. C'est très très important parce que la filière conchylicole, qu'elle soit de pêche comme d'élevage, est une filière qui est durable par nature. Quand on élève nos huîtres, quand on élève nos moules, on ne prend rien dans la mer qu'on y ait mis auparavant. On met du naissin, des jeunes bébés, huîtres et moules, et on les fait grandir. Et nos coquillages sont vraiment les garants de la qualité du milieu. On ne va pas les nourrir, pas mettre d'engrais, pas mettre de pesticides, pas mettre de traitements chimiques ou de médicaments. Il faut donc que le milieu leur apporte tout. Et en plus, c'est les sentinelles de la qualité du milieu. Dès que le milieu va commencer à pas aller bien, c'est les coquillages qui en premier vont tirer le signal d'alerte et être malades et mourir ou devenir toxiques. Et c'est pour ça que nous, producteurs, nous sommes vraiment très très à cheval et très promoteur de toutes les améliorations de la qualité du milieu. Et on pourra notamment découvrir que le réchauffement climatique a des impacts parfois négatifs, mais parfois positifs aussi. Voilà, le réchauffement climatique a des impacts négatifs en grande quantité, mais c'est vrai que par exemple, en rade de Brest, on peut capter le captage des huîtres se fait maintenant depuis une dizaine d'années, et c'est une des conséquences du développement climatique, du réchauffement climatique, et pour nous, producteurs, c'est quand même bientôt, il y aura des vignes aussi sur les... à Plougastel, quoi. C'est peut-être une première étape, mais s'il y a des vignes, ça sera peut-être pas bon. Pour accompagner tous ces plats. Merci Thierry. Je rappelle que le Seafood Fusion Festival se tient samedi 21 et dimanche 22 novembre à Océanopolis à Brest. L'entrée est à 8 € et 5 € pour les 13-17 ans. C'est l'heure de retrouver Steven Leroy et sa brève d'auteur et après on déguste. Ouais, ça gaze avec toi quoi. Ouais, pas nickel chrome moi, trop comme toi quoi, j'imagine. Hein, on est tous un peu dans le même bateau quand même depuis vendredi soir quoi. Où tu avais soit le cul rivé sur un canapé en train de regarder ton match, soit tu étais au quartz en train d'aller au film court, soit tu es en train de laser, comme je sais pas, tu faisais des trucs et d'un seul coup, tu as quand même le sentiment que tout s'arrête, quoi. Que c'est plus trop Paris, mais que c'est plutôt Beyrouth, tendance années 80, quand tu avais les immeubles qui s'affaissaient, que tu avais des tirs partout, quoi. Et puis moi, alors, s'il y a un truc qui m'a vachement étonné quand même, c'est que, tu me connais, les parigots, généralement, disons, en vacances, ils me les cassent, quoi. Mais c'est pas les vrais qu'on nous a amenés sur nos plages l'été. C'est pas les mêmes que j'ai vus. Parce que là, à la téloche, j'ai vu des gens qui étaient vachement courageux, quoi, qui ont fait front, qui regardaient tout ça, qui pleuraient, qui étaient émus, comme nous tous. Mais ils étaient dedans, les gars, ils étaient dans le bourrier, quoi. Et tu te dis que ça peut t'arriver n'importe quand, à n'importe qui. Moyen ici, peut-être, parce que vu les résultats du Stade Brestois, attentat devant le Stade Francis Leblé, il risque de pas faire grand-chose. La terrasse des bistrots, vu la tronche du ciel, si tu veux, ça risque d'être assez moyen. Et je te parle même pas du reste, quoi. Fête de la musique ici, je te rappelle que c'est le dimanche après-midi entre 12 et 14. Donc, mais quand même, tu te dis que ces gars-là, ils ont un sacré sens de la fête, les parigots, parce que ça pelait des mèches, mais ils étaient à l'extérieur, tu sais, en train de boire un coup tranquillou bilou avec leurs potes, quoi. T'as même plus le droit de faire ça, je sais pas, non mais ça va pas bien là-haut, quoi. Du coup, j'ai regardé différemment l'affiche que Nolwenn avait mis dans sa chambre. C'est une grande tour Eiffel avec marqué dessus « Paris est une fête ». Au début, je trouvais ça un peu nul. Puis là, je lui ai demandé de m'en acheter une pour la mettre dans ma chambre aussi.
Et puis ça me permettra de dire à l'autre clampin qui a un pull rose noué autour du cou à Perros-Guirec qui vient sûrement de Guingamp, quoi, parce que je vois pas trop d'où il pourrait venir autrement. Sûrement pas de Paris, vu les déterminations qu'ils ont ces gars-là. Alors comme moi je tiens à résister, à apporter mon soutien comme tout le monde a fait aux gars qui ont payé de leur vie, aux gars qui ont sauvé les vies, aux gens qui ont aidé les gars qui ont aidé à sauver les vies, enfin à tous ces gens-là qui sont formidables, quoi, bah, il n'y a pas d'autre mot. Enfin, j'ai demandé à Dédé de mettre 2 terrasses devant son bistrac. Comme ça, ce soir, même sous la flotte qui est en train de devenir de la neige, on posera notre coup de rouquin et on le boira à la santé des gars et puis de la République. Sinon, on est un peu tous à l'Élysée. Et voici donc le velouté de cresson Prère de la Rade préparé par Loïc Lebaille. Merci, en moins de 20 minutes. Oui. Donc c'est possible, on peut faire ça chez nous. Alors nous, on va goûter. Et c'est fini pour l'instant T aujourd'hui. Merci Thierry d'être venu nous présenter le Seafood Fusion Festival qui se tient ce week-end. On précise quand même que le marché des producteurs est gratuit. Ce sont les battles et les conférences qui sont payantes. Lundi, vous retrouvez Pauline Ferco à cette même place. D'ici là, passez un excellent week-end et une bonne soirée sur TBO. Ciao. Et on goûte. Je commence. Hein. Ah ouais. J'en fais tomber des mains.